Bonjour du coup, ravi d'être ici. Je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé, que j'ai commencé pendant ma thèse et que j'ai terminé récemment. Donc que j'ai l'habitude de présenter dans les confs de chercheurs. C'est la première fois que je le présente dans une conf plus industrielle. Bon, on va voir comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de précision sur des choses. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Adrian. À la base, j'ai fait ingénierie en informatique et après, je suis allé faire une thèse en neurosciences dans un laboratoire de l'ENS où en fait, dans ma thèse se centrait surtout sur utiliser des algorithmes d'IA pour comprendre les neurosciences et aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les concepts de neurosciences pour inspirer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est dans le cadre de cette thèse que j'ai fini par conceptualiser ce projet et que j'ai terminé un petit peu récemment. Et alors maintenant, je suis en fait ingénieur de recherche chez Instadeep depuis 3 semaines. Mais voilà, donc ils ne sont pas impliqués dans ce projet-là, bien évidemment. Ce que je voulais dire tout d'abord, c'est, bon, je n'ai pas la peine de présenter ce que c'est qu'un LLM. L'avantage, c'est qu'ils sont évidemment très flexibles, hein, ils s'adaptent à peu près à tout type de tâches qu'on peut leur proposer. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est que les gens s'en servent comme une source de connaissances. Voilà, j'ai pas besoin de convaincre les gens que c'est une mauvaise idée dans ce meet-up, je pense. Alors que les graphes de connaissances, je pense qu'ici tout le monde est convaincu que c'est une bien meilleure manière de représenter des faits de manière absolument rationnelle, sûre et aussi explicable pour les utilisateurs. Le problème quand même des graphes de connaissances, c'est que ça manque de flexibilité dans le sens où il faut définir beaucoup de choses à l'avance. Et du coup, ce talk vise à proposer des systèmes qui puissent un peu essayer de combiner les avantages de l'un et de l'autre. Alors, présentement, les solutions pour représenter la nouvelle connaissance dans LLM, c'est le fine-tuning, où on fine-tune sur des données personnelles, hein, sur des données dont vous êtes propriétaire. Mais évidemment, vous espérez juste que le LLM acquiert la connaissance que vous voulez, vous n'en avez aucune idée, il faut le réentraîner si vous voulez mettre des nouvelles choses. Donc bon, je pense que c'est pas la peine d'insister sur le fait que c'est une idée bizarre. Et RAG, bien plus intéressant, où effectivement le LLM à chaque requête va aller regarder les documents les plus pertinents pour sourcer ses réponses et à chaque fois il a accès à des nouveaux documents si vous voulez rajouter des choses. Mais il y a quand même quelques problèmes, donc je vais y revenir juste après. Mais avant, je voulais juste creuser un petit peu la manière dont fonctionne RAG. Donc à la base, c'est juste un système où on va chercher des documents qui sont pertinents pour une requête, mais la manière dont on va chercher ces documents a pas mal évolué ces derniers temps et maintenant utilise des bases de données vectorielles. Je voulais juste donner quelques précisions sur les bases de données vectorielles parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui m'a aussi beaucoup intéressé en tant que neuroscientifique. Donc c'est une base de données dans laquelle, dans toutes les bases de données, les objets sont indexés d'une certaine manière, il y a un index. Et dans celle-ci, l'index est un vecteur. Et en fait, les requêtes sont un autre vecteur. Et la base de données redonne les vecteurs les plus proches de la requête. Donc par exemple, s'il y a chat dans la base de données qui est représenté par un vecteur qui a un sens sémantique, si votre requête c'est chaton, voilà, vous allez récupérer chat parce que c'est le vecteur le plus proche, etc. Et en fait, voilà, donc juste sur pourquoi c'est apparu récemment et pourquoi ça s'est développé récemment. Donc ça se base sur les algorithmes de Approximate Nearest Neighbors qui se sont beaucoup développés récemment, notamment avec, par exemple, celui-là est un exemple qui a été très influent, de Malkoff et Yashunin. Et du coup, il y a toutes des librairies qui ont commencé à grandir autour de ça, HNSW-lib, Face par Facebook, et après des bases de données carrément avec les surcouches logicielles par-dessus les index, comme Pinecone ou Chroma. Donc, il y a tout un écosystème qui a commencé à émerger, qui est encore en train d'émerger un peu. C'est pas vraiment très figé, mais voilà, ça offre plein de nouvelles opportunités pour quelqu'un qui s'intéresse aux bases de données. Et donc voilà, donc ça explique un petit peu comment RAG fonctionne. Donc ça récupère les documents qui sont indexés par ces systèmes vectoriels. Mais quelques inconvénients quand même. Premièrement, c'est que vous allez mettre beaucoup de choses dans le contexte et c'est très cher parce que vous savez peut-être, mais
les transformers scale quadratiquement en fonction de la taille du contexte et non pas linéairement. Et ensuite, en fait, la connaissance reste diffusée à l'intérieur de tout ce contexte et en fait, l'utilisateur n'a pas vraiment les moyens d'aller vérifier les affirmations du LLM. Ça lui demande trop de travail. Et en plus, on a vu récemment que ça réduit pas tout le temps les hallucinations. Il y a pas mal de papiers sympas qui sortent sur le sujet. J'ai vu encore celui-là il y a une semaine, Magesh Sourani et al. Sur les choses légales où en fait, malgré le fait que ça soit RAG, il y a beaucoup d'hallucinations parce qu'on n'est pas certain que le LLM récupère vraiment des faits dans le contexte. Voilà. Et alors que nous, ce qu'on veut quand on pose une question, c'est vraiment des faits, quoi. Quelque chose de très sourcé et suffisamment élémentaire. Et alors, donc, en tant que neuroscientifique, justement, moi, ça m'a intéressé parce que finalement, on est arrivé sur ce paradigme où les LLM, on ne s'y attendait pas vraiment, mais c'est un petit peu du general purpose neural computing, quoi. Donc, ça résout un peu toutes les tâches et ça s'adapte vraiment à toutes les tâches. C'est comme s'il y avait une forme de module de raisonnement et ça ressemble beaucoup à ce que fait le cortex préfrontal, finalement. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de système de mémoire long terme, mémoire déclarative, ce qu'on appelle, qui est normalement basé principalement dans l'hippocampe, dans le cerveau. Il y a des cas très particuliers de patients qui ont perdu leur hippocampe et qui effectivement ne se souvenaient pas des choses qu'on leur disait. Enfin, voilà, il y avait une forme d'amnésie, particulièrement des faits, et voilà, c'est très difficile à vivre. Et je pense que les LLM ont exactement cette forme d'amnésie. Donc ça a conduit un peu à monter ce projet. Alors donc les buts du projet, c'était vraiment de construire une knowledge base, donc un système de mémoire, on pourrait dire, qui soit efficace pour les LLM. Bon, ça c'est apparu un peu au cours du projet, qui soit aussi efficace pour les humains, qui puisse à la fois fournir un modèle du fonctionnement chez les humains, mais d'un point de vue produit, ingénierie, finalement, qu'il soit un système que les humains puissent aussi observer, manipuler de manière agréable et intuitive. Et ensuite, je me suis dit, j'ai plus évolué vers un projet d'ingénierie et j'ai voulu que ça soit quelque chose avec lequel le LLM puisse travailler en autonomie. C'est-à-dire que ça soit son module mémoire et qu'il puisse lui-même l'updater, le construire et l'utiliser. Voilà. Donc, que ça soit le moins de travail possible pour l'utilisateur, voire même complètement transparent. Observable, en fait, ça revient à ce que je disais quand je disais good for human, c'est-à-dire quelque chose que l'humain puisse ensuite regarder, voir ce que le LLM a mis dans sa mémoire. Et éditable, donc que l'humain puisse aussi aller manipuler, modifier des faits s'il en a besoin, s'il a besoin d'updater de l'information directement dans ce que le LLM a mémorisé. Voilà. Et avec toutes ces réflexions, j'en suis arrivé à construire ce modèle d'une graph vector database, donc une base de données qui mixe un indice graphe et un indice vecteur en fait. Donc j'ai essayé de vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc l'idée c'est que on a donc une base de données fondamentalement graphe à la base, donc qui est constituée d'entités, chaque entité étant représentée par un label, un petit morceau de texte, et de faits qui sont des relations entre ces entités. Ici, il y a quelques papiers qui le font déjà. J'ai pris des relations n-ary, donc c'est un hypergraphe en pratique, plus qu'un graphe simple, mais voilà. Donc les faits sont des relations entre les entités. Et voilà, juste la particularité, c'est que les relations, donc les faits, sont des phrases quelconques. Donc n'importe quelle phrase peut être une relation. Donc voilà, ici vous avez quelques exemples. Voilà, des choses qui sont des relations. Et simplement, chaque relation est reliée à toutes les entités qui sont impliquées dedans. Et pour certaines phrases, ça sera une seule entité. Pour d'autres, ça sera 2, 3, 4, 5, beaucoup plus. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Et donc, ça permet de représenter de la connaissance de manière beaucoup plus flexible. Puisqu'à peu près tous les petits morceaux de knowledge peuvent être des relations. Ensuite, donc, toutes les entités et toutes les relations on calcule un embedding à travers un modèle de langage léger, pas un gros modèle de préférence, mais quelque chose comme BERT qui permet de calculer des embeddings sémantiques fiables. Et ensuite, du coup, on indexe tous ces embeddings par un index vectoriel. Et ce qui fait qu'ensuite, cette base de données est searchable par similarité sémantique.
on peut chercher les entités ou les faits les plus similaires à une requête. Voilà, donc maintenant je vais parler un petit peu de comment le LLM peut construire cette base de données. Donc c'est quelque chose qu'il y a déjà des gens qui ont cherché à faire. J'ai vu pas mal de choses sur comment construire un graphe de connaissances avec un LLM à partir d'un corpus de texte. Voilà, donc là ça va être très similaire, sauf que l'avantage étant que vu que n'importe quel fait, n'importe quelle phrase peut être un fait, on va se contenter d'extraire des phrases, ce qui est, je pense, significativement plus facile et nécessite moins, en fait, ne nécessite aucun pré-training, aucun fine-tuning sur la tâche spécifique d'extraire des relations, puisque on va juste demander extrais-moi les phrases importantes de ce texte. Donc on va partir d'un petit morceau de texte, voilà, quelques informations sur Ronaldinho. Tout d'abord, alors je ne l'ai pas mis ici parce qu'il n'y avait plus la place sur le slide, mais tout d'abord on va extraire le contexte général dans lequel ce texte a été trouvé, ce qui va informer tout au long du processus le LLM sur le cadre du texte qu'il est en train de regarder. Et ensuite on demande déjà d'extraire quelques faits. Alors voilà, donc il extrait quelques phrases. Le problème là tout de suite, c'est que ces phrases sorties de leur contexte ne veulent rien dire, puisqu'on a par exemple he, on a des pronoms. Donc on va avoir une petite prompt derrière qui va reformuler ces phrases pour qu'elles soient compréhensibles sorties de leur contexte. Voilà, donc on va demander simplement à ce que chacun des faits soit individualisé et reformulé de manière générale. Et ensuite, on va se demander est-ce que ce fait a déjà été enregistré dans la base de données. Alors c'est là où ça se complique par rapport à une base de données graph normale, puisque là, il y a plusieurs phrases qui peuvent représenter la même information. Mais heureusement, c'est une tâche très, très fréquente de ce que j'ai vu en langage naturel qui s'appelle le Natural Language Inference ou NLI avec des datasets qui sont très bien faits, SNLI ou MNLI, qui permettent d'entraîner des modèles comme BERT à savoir si une phrase contient logiquement une autre. Et donc en fait, on peut déjà aller chercher dans la base de données les phrases les plus similaires à celles que vous venez de trouver et voir si elles contiennent déjà cette information ou pas. Et si oui, vous allez simplement ajouter une nouvelle source à votre information. Et sinon, vous allez vouloir continuer. Voilà, c'est une nouvelle information, donc je vais vouloir la mémoriser. À ce moment-là, on extrait les entités. Moi, j'ai voulu le faire de la manière la plus générale possible, donc sans utiliser Spacy ou quelque chose comme ça, parce que ça permet de finalement d'avoir des entités qui ne seraient pas forcément qualifiées comme telles dans le NER classique. Et ça permet d'avoir, puisque je n'ai pas de limitation du nombre d'entités à laquelle une relation est reliée, d'avoir un graphe plus dense et avec plus de petites entités, par exemple attacking midfielder ou winger qui ne seraient pas forcément qualifiés comme tels. Mais voilà, on peut évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire par un pipeline de named entity recognition classique. Simplement extraire les entités qui sont présentes dans cette phrase. Et ensuite, pareil, donc on fait du entity linking pour voir est-ce qu'elles sont déjà dans la base de données et est-ce qu'elles représentent le même objet ou pas. Alors là, donc, pareil, j'utilise BERT qui est adapté à faire du entity linking, mais je préfère à chaque fois rajouter une prompt pour que le LLM puisse décider est-ce que l'entité qui est présente ici, voilà, Ronaldinho, est la même que celle qu'il y a dans la base de données. Là, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de Ronaldinho a priori dans la base de données, mais pour certaines personnes, je sais pas, Merkel, j'ai vu qu'elle a des homonymes, enfin bref, ça peut arriver qu'il y ait des homonymes, donc voilà, c'est toujours utile de rajouter ça. Et ensuite, voilà, tout simplement, vous avez mémorisé le fait dans la base de données. Donc voilà pour la manière dont on construit cela. Et après, pour l'utiliser, alors il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais voilà, à partir de là, tout simplement, le LLM, en tant que modèle lui-même, ce LLM-là ou un autre peut simplement utiliser cette mémoire en toute autonomie. Donc à chaque fois que vous posez une question, il va aller chercher les faits les plus similaires à ce que vous êtes en train de demander dans sa mémoire, et ensuite il va les afficher, et ensuite il va générer sa réponse. Donc c'est exactement comme RAG. L'avantage, c'est que cette fois, vous n'avez que quelques faits qui vont apparaître. Donc déjà, l'humain peut vérifier si l'information qu'il a demandée est bien présente ici ou pas. Et l'autre avantage, c'est que ça réduit vraiment beaucoup en fait, les chances que le LLM invente des choses, puisqu'il n'a pas besoin d'aller chercher de l'information qui est diffuse dans un très grand contexte.
Et évidemment, ça a réduit aussi considérablement le footprint énergétique en retrieval. Donc on a un coût plus large au moment de créer, d'annoter le corpus, mais après, voilà, c'est beaucoup plus facile puisque on n'a même pas forcément besoin de générer une réponse vu que peut-être que les faits simplement apportent la réponse que vous cherchez. Donc voilà, je vais faire juste passer un petit peu à la partie démo. Alors, le premier truc que je voulais montrer, donc, c'était la partie retrieval. Alors, est-ce que c'est visible là ou pas? Ouais. Alors, bah, du coup, il est trop bas là. Attendez. Voilà, donc là, je vais simplement poser une question, par exemple. Donc là c'est une base de données qui a été annotée à partir de l'article Wikipédia de Paris, qui est disponible dans le repo. Donc c'est quelque chose qu'on peut directement essayer à partir du repository. Donc, how many people are there in Paris? Quelque chose comme ça. Et voilà, donc on a déjà des faits qui sont extraits. Et voilà, on peut voir que les faits répondent déjà directement à la question, puisqu'on a la population de Paris qui apparaît. Et après, on peut quand même vouloir générer une réponse à partir de là avec le LLM. Désolé, il y a un peu de STDR qui apparaît, mais il nous dit, voilà, il nous dit la réponse et tant. L'avantage par rapport à… Bon voilà, ça on peut le faire avec un graphe de connaissances tout à fait classique. L'avantage c'est qu'on va pouvoir représenter des informations qui sont beaucoup moins faciles à représenter par une ontologie. Par exemple, where does the name Paris come from? Et voilà, et donc là c'est quelque chose qui est un petit peu moins facile à représenter dans une ontologie. Mais là, il nous récupère des faits. Donc, chacune de ces lignes, c'est un fait individuel qui a été conservé dans la base de données. Vous voyez qu'entre crochets, il y a les entités auxquelles sont ralliés ces faits-là. Et voilà, et donc on a la réponse, hein, déjà une première réponse. The name Paris derives from the Parisi, a Gallic tribe from the Iron Age. Et on peut quand même générer une réponse. Vous voyez qu'il y a des choses qui seraient très compliquées à représenter dans une ontologie. Medieval Paris had street names inspired by the French word for shit, merde. It's an interesting bit of knowledge, but it would be very hard to… ça serait très difficile à représenter avec une ontologie classique. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si vous posez une question qui n'est pas, dont le LLM n'a pas la réponse, par exemple, how many people live in Sydney? Sydney. Alors bon voilà, donc là on a des faits, hein. Aucun n'est en rapport avec Sydney puisque j'ai donné aucune information là-dessus au moment de la construction de la base de données. Et si je demande générer une réponse, voilà, il va me dire bon là franchement j'ai pas les informations plutôt que d'aller chercher des choses un peu bizarres. Voilà. Donc voilà, au niveau des trade-offs, hein, moi c'est vrai que j'ai vu des choses où les faits qui sont extraits parfois ne sont pas suffisamment complet en fait. Parfois il reste des pronoms, mais par contre j'ai jamais vu le truc halluciner une réponse quand je fournissais soit les faits pertinents, soit les faits pas pertinents. Donc ce qui est, je pense, relativement intéressant par rapport à RAG à ce niveau-là. Et deuxième partie de la démo, donc j'ai pu faire une petite interface graphique pour laquelle j'ai repris un repository qui avait été fait par un autre chercheur data scientist qui s'appelle Raphaël Sourtry. Donc si ça ressemble à quelque chose, c'est pas du tout grâce à moi, mais j'ai repris les éléments de code du front-end pour faire une petite interface graphique. Et en fait, l'idée c'est qu'on peut donc aller chercher des entités et naviguer dans le knowledge graph qui est construit par le LLM, donc dans cette mémoire, dans cet hippocampe, sous forme de graphe. Et donc ici par exemple, donc j'ai mis Paris. Alors le truc c'est que Paris là va être relié à énormément d'entités. Là j'ai demandé à ce qu'il y ait 20 voisins max, mais en réalité il y en a beaucoup plus. Ils ne sont pas tous représentés. Et l'avantage c'est qu'ensuite je peux voir les faits à chaque fois qui sont impliqués dans l'entité que j'ai demandé et celle sur laquelle je passe la souris à chaque fois.
Et donc en fait, je peux ici aussi poser des questions. Hein. Par exemple, voilà, where does the name Paris come from? Oula, tac, ouais. Et voilà, et donc je vais obtenir, en fait, ça va retrouver les faits les plus pertinents pour ma réponse, et ça va me les afficher, mais sous forme de graphe, ce qui fait que vous pouvez jouer un peu avec et aller explorer quels sont les éléments qui sont en relation avec vos entités, avec les faits qui vous intéressent, etc. Et en fait, après, avec cette interface, on pourrait imaginer aller modifier le graphe. Pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose que j'ai codé parce que le but, c'était pas de faire de l'over-engineering, mais vraiment juste d'essayer un petit peu cette idée-là. Et voilà pour la démo, grosso modo. Donc, pour terminer, quelques notes. Donc ça permet effectivement de faire un certain nombre de requêtes hybrides. Donc, on peut par exemple faire une requête qui demande les faits en rapport avec une certaine question sémantiquement et qui sont reliés à une certaine entité. Donc, requête hybride sur l'index graph et l'index vecteur. Ce qui permet évidemment de limiter les résultats et de considérablement améliorer l'accuracy. On peut très facilement imaginer en fait merger ça avec des embeddings d'une graphe de connaissances déjà existante, quelque chose comme Yago ou WikiDB, puisque les relations qui sont dans ces bases de données-là sont très simplement traduisibles sous forme de phrases simples, et donc on peut ensuite les merger avec ça, ce qui permet d'avoir quelque chose d'encore plus hybride et qui serait très intéressant. Voilà, les LLM peuvent facilement interagir avec les humains aussi. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est 2 points. C'est qu'en fait, avec ces LLM-là, on peut facilement programmer des choses qu'on pourrait qualifier presque d'algorithmes cognitifs, qui sont des manières avec lesquelles de la matière neurale peut interagir avec des éléments d'input et d'output. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout imaginable au moment où j'ai commencé ma thèse. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir finalement programmer des choses qui étaient des idées avant très vagues dans des papiers qu'on pouvait lire, des papiers même pas de neurosciences, des papiers de psychologie quasiment, de neuropsychologie on va dire, et que maintenant c'est des choses qu'on peut programmer et essayer comme des modèles. Je trouve que ça offre des perspectives extrêmement intéressantes, et en particulier ça ouvre un peu aussi des nouvelles perspectives sur une réflexion que j'avais sur le rôle que peut avoir l'oubli et les limitations fondamentales en termes de capacité d'une base de données, j'ai envie de dire d'une base de données fluide, neurale. Il y a forcément une limitation au bout d'un certain temps. La première que je peux voir, c'est les questions de temporalité. On sait que les LLM ont du mal à savoir quand quelque chose n'est plus pertinent. Souvent, ils disent c'est telle loi qui s'applique, alors qu'en fait, elle a été modifiée par telle autre. J'imagine que c'est quelque chose qui est très difficile pour les humains. Il n'y a qu'à avoir un programmeur qui a été entraîné en Python 2 et il va garder des choses peu pertinentes en mémoire. Du coup, c'est comment est-ce qu'on peut programmer finalement une capacité d'oubli. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et il y a aussi forcément une limitation sur la quantité d'informations qui peut être stockée si on veut garder un retrieval efficace. Et donc c'est là aussi où je pense qu'il y a des choses très intéressantes à explorer dont en fait on peut difficilement prédire le résultat in fine. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais vous remercier pour votre attention et merci à Vassil pour l'invitation. Voilà pour un petit résumé. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur le repository, tout ça est open source bien entendu. Et voilà. Ravi de prendre des questions. Là, tu as résumé ta thèse? Pas du tout. Ça, c'est en fait, j'avais 3 gros projets de thèse que j'ai terminés. Et après, donc, je suis resté un peu en postdoc. J'ai lancé 3 autres projets que j'ai pas du tout terminés, dont celui-là. Et voilà. Donc ça c'est un des projets. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des collaborateurs dessus parce que dans mon labo, il y a vraiment des physiciens, des mathématiciens, des biologistes, mais j'étais le seul informaticien. Et donc voilà. Donc ça, c'était la partie plus personnelle de ma thèse, on va dire. Ouais. J'ai une petite question sur le futur de tout ce que tu as présenté. Ouais. En gros, c'est quoi aujourd'hui les points noirs et où est-ce qu'on se dirige? C'est quoi
les recherches les plus développées, des choses sur lesquelles on bute, des choses sur lesquelles on n'a pas d'outils, enfin, c'est pas un peu le... Alors, pour moi, c'est assez difficile à dire parce que là, je pense que tu poses la question d'un point de vue applicatif et où. Par exemple, je sais pas, on a du mal à rétriver certaines entités, on a du mal à faire ouais, alors, ok. des optimisations, on a du mal à, je sais pas. Ok, alors pour moi, simplement, c'est assez difficile à répondre parce que les LLM, c'est quand même des outils très nouveaux et que ça se base beaucoup sur des prompts à des LLM et qu'en fait, c'est très difficile d'évaluer. Enfin, moi-même, personnellement, je ne maîtrise pas les techniques d'évaluation qui permettent de très proprement évaluer ça, quoi. C'est encore quelque chose qui émerge. Des knowledge graphs. Et sur la partie knowledge graph, il n'y a pas vraiment de challenge en fait. C'est vraiment, d'un point de vue programmatique, c'est vraiment très simple. On peut très facilement ensuite naviguer dedans. Le retrieval fonctionne bien. La partie vraiment difficile, c'est la notation. C'est construire, en fait, annoter un corpus de texte. Et ça, c'est difficile essentiellement à cause du comportement un peu imprévisible encore des LLM. Par exemple, là, essentiellement, tout a été optimisé à la base sur Mistral. Ça ne se traduit pas forcément, même pas du tout, par exemple, sur Llama. Ça se traduit très bien sur ChatGPT, enfin sur l'API d'OpenAI. Voilà, donc ça, c'est des choses... c'est très difficile à prédire et je pense qu'il y a un domaine de recherche sur comment rendre ces choses-là un peu plus standardisées. Pour moi, c'est ça le plus gros challenge parce qu'on peut difficilement présenter quelque chose comme un modèle quand ça dépend autant de... Voilà. Bah, c'est très dépendant, ouais. Enfin, c'est très dépendant du modèle que tu utilises, de LLM de base et de la prompt et de petits détails dans la prompt. Et en fait, c'est quasiment impossible de déterminer à quel moment changer quelque chose va impacter le résultat. C'est pour ça que j'ai essayé à plusieurs reprises d'utiliser, de me reposer plus que sur BERT, mais voilà, pour l'instant, c'est impossible. Voilà, je dirais que c'est ça le point noir. Merci. Ouais. J'ai plusieurs questions, Ouais. je regarde ça rentre pas. Donc là, en fait, tout le process, j'ai vu que tu utilisais Mistral, tu passes par un LLM quasiment pour toutes les étapes. Ouais. Pour la notation, ouais. Est-ce que ça, c'est envisageable et est-ce que ça peut fonctionner si maintenant il n'y a pas un document, on a mis? Ouais. Et je sais que c'est une question qui revient souvent, les LLM ça coûte beaucoup, c'est cher, donc ça coûte du temps, donc on essaye de passer par des spaces et des choses comme ça. Est-ce que c'est scalable? Est-ce que, je parle vraiment dans un contexte de production, il va y avoir, tu en as parlé un peu, mais quand on commence à y avoir beaucoup de documents, comment tu gères le fait qu'il y ait des informations contradictoires, l'oubli, ou le fait qu'il y ait deux faits, il y en a un qui va apporter un peu plus d'informations, etc. Est-ce que vraiment on est dans l'automatisation où finalement il faut un humain qui passe derrière systématiquement? Et dernière question, si tu m'autorises, si on avait fait tout ça sans passer par un graphe, on est passé par une base de données vectorielle, je sais pas, quel est l'apport du graphe? Oui. Ben, je vais d'abord répondre à la dernière. Juste, c'est effectivement, pour moi à la base j'étais parti sur un graphe pour des raisons plus théoriques que, en fait, on pense que l'hippocampe, enfin il y a plusieurs modèles qui pensent qu'il se base sur un graphe. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour ça en fait, parce que ça permet de connaître en fait les entités qui sont le plus pertinentes pour une recherche et donc en fait ça pourrait permettre au moment d'extraire les entités, déjà d'avoir préactivé presque les entités qui sont le plus susceptibles de tomber sur un certain sujet. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a été implémenté encore. Sinon, d'un point de vue purement, pour l'instant, produit, c'est vrai que moi, je trouve que le fait d'avoir un graphe, ça permet de facilement visualiser l'information et c'est quelque chose que je trouve déjà intéressant. Mais voilà, effectivement, il y a probablement des algorithmes cognitifs qui exploitent le fait que ce soit un graphe et je n'ai pas encore totalement cerné lesquels. Sinon, pour tes autres questions, c'est vrai qu'il y a un coût upfront en fait, à créer la notation. Pour donner une petite idée, parce que j'ai essayé aussi sur l'API d'OpenAI, pour annoter par exemple toute la page sur Paris, ça me coûte 1,50 $. Voilà. Donc c'est pas négligeable. C'est aussi un assez gros document, donc ça reste relativement raisonnable. Et après, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin du LLM en mode retrieval, plus forcément besoin. Mais c'est vrai que je pense que là, pour l'instant, c'est un peu lourd, quoi. Enfin, je
toute la partie du dessous, elle devrait pouvoir être faite sans LLM normalement, tel que je le conçois. Et sinon, pour la première question, ouais, justement, la question de l'oubli et la question de la gestion de la contradiction, c'est justement ce qui m'intéresse le plus d'un point de vue cognitif. Je pense qu'il devrait y avoir... Alors, une feature que j'ai implémentée, c'est qu'en fait, à chaque nouvelle fois qu'un fait apparaît, il rajoute une source, et donc ça permet d'avoir le nombre de fois qu'un fait est apparu. Et il n'y a pas de souci à avoir des faits contradictoires pour l'instant, enfin, ça ne pose pas de souci de représentation particulière. Mais effectivement, ça devrait pouvoir être identifié. Par contre, on pourra voir s'il y a deux faits contradictoires, on pourra voir combien de sources sont en faveur de l'un versus l'autre. Et on peut accéder directement aux sources. C'est aussi quelque chose qui, je pense, est intéressant par rapport à une approche RAG classique. Mais effectivement, ouais, je pense qu'il y a là aussi, il y a des choses à aller chercher d'un point de vue plus algorithmique de comment gérer les contradictions. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Une dernière question, et après, ouais. Ce niveau qu'à la fin, on a un peu comme... Donc, c'est plus de questions. Ouais, Une je répondrai à la fin. Je ne sais pas qui avait levé la main en premier. À l'arrière. À l'arrière, très bien. Comment tu évalues la qualité des faits qui ont été établis et aussi le fait de les lier l'un à l'autre, par exemple de dire que telle entité, ça correspond à telle autre entité. Comment tu l'évalues? À la main. C'est vrai que j'ai pas, en fait, ouais, j'ai assez peu d'expérience sur l'évaluation concrète de ces choses-là, donc vraiment je l'ai fait à la main. Et ouais, au début j'avais vraiment du mal avec la qualité des faits. Après ça s'est amélioré, mais il y a des questions, ouais, souvent de choses qui sont pas suffisamment propres, quoi. Il y a encore des pronoms où ça fait pas totalement sens hors du contexte, mais c'est pas très quantitatif, ouais. Ouais. Merci. Ouais.